Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Marlène-Dupuis. De retour de mes vacances, j'ai pu décrocher pendant un bon mois pour pouvoir me reposer, me ressourcer, profiter de la nature pour enfin revenir vers vous avec, bien sûr, un point de vue sur des actualités, sur des moments qui se sont passés pendant le COVID, pendant ces périodes de distanciation sociale et quand même de beaucoup de mouvements sociaux. Cependant, s'il y a une chose que j'aimerais vraiment évoquer, parler, qui est passée à travers mon mur de médias sociaux pendant le mois, ce sont les 30 ans de la crise d'Oka, ou, comme je préfère des fois le nommer, la résistance Mohawk de 1990. Pourquoi revenir après les célébrations, plutôt le rappel de ce moment historique? C'est que ce moment a quand même été fondamental à ma présence dans les médias sociaux, dans les médias, sur la scène justement de la mobilisation autochtone à travers I Don't Know More. Moi, en 90, j'avais 12 ans et je vois la mobilisation Mohawk au début d'un très mauvais œil, puisque je me disais, ah non, les Québécois vont nous haïr encore plus qu'ils nous détestent déjà, il ne faut pas qu'ils fassent de bruit. Mais tranquillement, à mesure que justement les événements avançaient, eh bien, j'ai pu voir des femmes extraordinaires comme Ellen Gabriel prendre le devant de la scène, défendre les droits des communautés autochtones, de pouvoir exister sur leur propre territoire, de ne pas être effacées de l'histoire. Donc, cette mobilisation-là a réveillé en moi une très grande fierté d'être une femme Innu, même si c'était une mobilisation Mohawk. Cependant, 30 ans plus tard, est-ce qu'on peut encore célébrer un événement qui a servi un peu de réveil matin à la société québécoise, qui à l'époque, et je m'en rappelle, disait « Il y a encore des Autochtones ici » ou je pensais qu'ils étaient tous morts, je pensais qu'ils étaient tous dans des réserves. Tranquillement, au cours des 30 dernières années, on a pu voir un changement au sein de la société, une plus grande ouverture par rapport à l'histoire commune au Québec. On a pu voir aussi l'accueil qui a été fait au Québec pour I Don't Know More et certaines vérités qui ne pouvaient plus juste être cachées ou ignorées. Cependant, une des tristes réalités 30 ans plus tard, c'est que dans la communauté des Kanesatake, là où a tout commencé justement la mobilisation Mohawk, les pines, les pins qui étaient en danger le sont encore. On voit encore aujourd'hui une avancée de projets immobiliers sur le territoire qui était justement disputé à l'époque. Donc, 30 ans plus tard, malgré tout ce que cela a provoqué, malgré tous les avancées que justement la société a fait ensemble, comment ça se fait que la nation qui a débuté justement cet éveil chez beaucoup de jeunes autochtones et qui a réveillé justement la société québécoise est encore aux prises avec les problématiques sur ces territoires non cédés? Cet hiver, un moment de l'histoire qui est arrivé aussi, ce sont chez les Wet'suwet'en, quand les chefs traditionnels se sont opposés justement au passage des pipelines et que souvent on opposait, ouais, mais les chefs ont dit oui, on a eu des ententes avec des chefs. Et c'est là qu'au Canada, même, il y a eu une découverte de deux systèmes très différents, le système traditionnel et le système des conseils de bande, qui parfois peuvent être entremêlés les uns avec les autres, puisque avant l'arrivée des colons européens, chaque nation, chaque communauté avait un système politique ou un système de gouvernance qui lui était propre. Donc, chez les Wet'suwet'en, on a pu entendre parler justement des chefs traditionnels, de la passation traditionnelle dans la chefferie versus celle des chefs de bande. Eh bien, le même enjeu existe ici au Québec et c'est à travers la Maison Longue que les Mohawks se faisaient entendre. Bien sûr, dans les années 20, on a vu que les politiques, soit la politique pour instaurer les réserves, instaurer les conseils de bande, ont été imposés sur les Mohawks et même qu'on a vu la destruction active du système politique traditionnel parce qu'en plus d'être en dehors du système qui était pensé pour les Premières Nations, pensé pour les Indiens inscrits, c'est-à-dire le conseil de bande, eh bien, on parlait d'une gouvernance féminine. Et d'ailleurs, en 1990, qui a-t-on vu prendre la parole au devant des caméras? Des femmes, puisque le système était matrilinéaire. Alors, 30 ans plus tard, on revoit encore ces femmes, on voit encore la Maison Longue, devoir encore une fois, avec un gouvernement différent, mais des enjeux similaires, amener les problématiques des territoires Mohawks qui sont encore occupés
et qui n'ont pas été rendus justement à la Maison Longue, au système traditionnel, qui, bien sûr, et on va le comprendre, ne fait pas confiance du tout au gouvernement canadien parce qu'en 1990, eh bien, toutes les commissions, toutes les rencontres qui ont été faites avec les chefs tranquillement ont passé à l'oubli et maintenant, bien, il n'y a eu aucune transformation au niveau politique et au niveau territorial pour les Mohawks de Kanesatake. Donc, c'est triste de dire que 30 ans plus tard, on voit les mêmes problématiques, on voit les mêmes acteurs sociaux se présenter au devant et devoir encore une fois faire entendre la cause des Mohawks, c'est-à-dire Ellen Gabriel, qui doit encore se faire entendre sur ces enjeux-là. Mais bien sûr, on voit aussi l'ignorance de l'ensemble des enjeux par beaucoup d'acteurs politiques qui travaillent avec les communautés autochtones et qui ont encore une difficulté à faire la distinction entre les chefs de bande et les chefs traditionnels comme ceux de la Maison Longue. Donc, j'espère sincèrement qu'on n'attendra pas un autre 30 ans pour faire entendre la voix des Mohawks. J'espère que justement, ça fait comprendre pourquoi quand on va dans les cours suprêmes, quand on est enfermé dans le système des cours suprêmes pour faire entendre chacune des causes de chacune des communautés, on est capturé par un système pendant que justement l'exploitation des territoires se fait encore. Et au bout du compte, quand ils finissent par reconnaître, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, reconnaître le droit autochtone, eh bien tout ce qu'il y a, c'est des compensations, mais le territoire a été détruit. Donc, j'espère que vous comprendrez que ce sont des enjeux qui sont difficiles, ce sont des enjeux locaux pour le Québec. Donc, il faut ouvrir l'oreille, il faut écouter ce que la communauté des Kanesatake dit. Et il faut aussi entendre quand ils essaient même de tendre la main. Donc, il y a une pétition présentement en ligne justement pour faire entendre leur voix auprès d'une question qui est vieille de plus de 30 ans. Et même au-delà de ça, ça date depuis justement la création des réserves comme Kanesatake et Kanaware. Alors, je vous invite à vous informer. Je vous invite à écouter le merveilleux documentaire 270 ans de résistance de Alanis Obomsawin pour en comprendre plus les enjeux. Et je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas surtout à nous envoyer des questions si vous en avez. Je vous souhaite une belle semaine.